Bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes. Comme d'habitude, je vous salue chaleureusement. J'espère que le début de semaine s'est bien passé pour vous, que vous avez repris votre travail dans la joie et la bonne humeur. Bon, c'est peut-être pas toujours le cas, mais que voulez-vous, il faut bien vivre, il faut bien gagner sa vie. Et vous savez, on ne gagne pas sa vie en restant chez soi, même en touchant quelques indemnités de chômage, dont j'en suis sûr, un grand nombre d'entre vous s'en passeraient peut-être. Pour ceux qui y sont, écoutez, j'espère que vous trouverez rapidement un travail, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite de mieux. Alors, chers amis, nous allons terminer avec le gouvernement provisoire, alors de fait et non de droit juridique, hein, c'est-à-dire que ce n'était pas un gouvernement légal, il faut le dire, hein, il n'était pas dans la légalité juridique, le gouvernement du maréchal Philippe Pétain. Mais il n'est pas le seul gouvernement à être dans une forme d'illégalité juridique, puisque tous les gouvernements de la 4ème République, depuis Vincent Auriol jusqu'au gouvernement, comment il s'appelle, René Coty, plus le premier cabinet de M. Charles de Gaulle, et même quand, bon, entre-temps, il y a eu la 4ème République, après le premier passage de M. Charles de Gaulle, on va en parler dans la prochaine vidéo, mais même à son retour, jusqu'à l'élection de 1968, 58, excusez-moi, 1958 et jusqu'à la validation par le Conseil constitutionnel, donc nouvellement créé par ordonnance par ce même M. Charles de Gaulle, alors chef de cabinet de la résistance et non président de la République, lorsqu'il va nommer le Conseil constitutionnel, le conseil constitutionnel va valider le nombre de voix du suffrage universel, mais voté que par des hommes, je le rappelle, hein, je crois, il me semble, enfin je ne sais plus. Et donc là, on vivra un début de la 5ème République. Mais tout d'abord, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le. Ça ne coûte rien, ça prend quelques secondes. Partagez cette vidéo entre amis ou avec vos réseaux sociaux favoris. Mettez un pouce surtout, hein, mettez un pouce, montrez à YouTube que vous aimez cette chaîne, vous aimez mes vidéos et que ces vidéos vous apportent quelque chose. Enfin, je le souhaite en tout cas. Et bien sûr, activez la clochette si vous voulez que cette chaîne grandisse. Alors, on revient un petit peu à la... Alors, oui, je parlais des confusions de pouvoir à propos de la Troisième République et même de la 4ème et 5ème République. Mais bon, il y a eu des rois aussi qui ont fait des mélanges de pouvoir, il faut le dire, hein, Louis XIV notamment. Après la mort de Mazarin, du cardinal Mazarin, il s'est pris le pouvoir de Premier ministre. Bon, je ne sais pas si c'était... Mais enfin, bon, malgré les déboires, enfin, ce mélange cette confusion de pouvoir, il a quand même su, comment dire, diriger ce royaume où jusqu'alors, on va dire, le royaume était à son apogée. Ah oui, il était à son apogée. Bon, il y a eu quelques gens qui, malheureusement, à Paris ou ailleurs, mouraient de faim, mais il y a toujours eu des pauvres, hein, ça date pas d'hier. Mais enfin, jusqu'à Louis XV, le roi Louis XV et surtout Louis XVI, les caisses n'étaient pas vides du royaume. Mais elles se creusaient quand même, parce que les travaux, les fastes royaux ont coûté très cher au royaume du pays des fromages, hein, on va dire. Et donc, a coûté très cher quand même. Et ça s'est répercuté sous Louis XV et surtout Louis XVI, qui, en plus d'aggraver comment dire, le trou abyssal des finances, a en plus supporté par Lafayette, hein, vous vous rappelez, l'intervention aux États-Unis pour aider l'oncle Sam à se libérer du joug voilà, des pays britanniques, de l'Angleterre. Bon, ça a coûté très cher aux caisses du royaume et c'est le peuple qui en a pâti, d'où la révolution. Mais la révolution, elle s'est faite déjà depuis un moment, déjà sous Louis XIII, dans le royaume des fromages. On va dire que déjà, il y a eu ce qu'on appelle la cagoule. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il me semble, attendez, je vais regarder un petit peu à quelle époque a eu lieu la cagoule, si je ne me trompe pas. La cagoule, peut-être je confonds avec un autre mouvement qui a... Attendez, que je dise pas de bêtises. C'est ça, non
Non, 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 non. Alors non, je confonds tout. Vous voyez, c'est pas la cagoule, non. C'était non, il y a eu un soulèvement sous Louis XIII, mais non. Non, la cagoule, c'était en 1937, ça n'a rien à voir. C'est le 11 septembre 1937. Pardonnez-moi, chers amis, j'ai dit une bêtise. J'ai fait une grosse erreur. Non, je confonds avec un autre soulèvement qui a eu lieu sous le roi Louis XIII du royaume des fromages. Donc, bon, bref. Mais encore sous Louis XIII et jusqu'à lui, il n'y a pas eu confusion de pouvoir que je sache, puisqu'il y a eu que des premiers ministres, hein, que je sache, jusqu'à Louis XIV, Conti, hein, le dernier. Conti, semble-t-il. Après, c'était Mazarin, puis à la mort de Mazarin en 1660 et quelques, c'est le roi Louis XIV qui a pris le pouvoir du Premier ministre, qui était Mazarin. Alors on peut dire que oui, il y a eu des confusions de pouvoir, là aussi. Il y a eu confusion, enfin bon. Mais en tout cas, nous arrivons presque à la fin. Alors, de la Grande Guerre, que pense un petit peu la position de l'opinion publique? Alors, bon, nos aînés, ils meurent les uns après les autres. Comment savoir aujourd'hui ce qu'ils en pensent? Il y a plus de relais. On parle plus du maréchal Pétain pendant la Première Guerre mondiale. On passe, je crois, rapidement. Enfin bon. Jusqu'à la crise de 1917, en s'arrêtant l'offensive inutilement meurtrière et en libéralisant le régime de permission, il gagne et conserve auprès des hommes et jusque dans certains cercles pacifistes la réputation d'un chef compréhensif et soucieux d'épargner le sang des soldats. Oui, quand même, bon, c'est bien. Même si certains rappellent, pour l'exalter ou pour le dénoncer, son rôle de fusilleur des mutins. Oui, bon, ça on en a parlé. Sous Jacques Chirac, notamment, il y a eu cet épisode de remise en cause de la punition des mutins. Bon, c'est cette réputation qui se maintient pendant l'entre-deux-guerres. Et même encore aujourd'hui, on tâche de réveiller encore un peu ces épisodes douloureux. Il fut reconnu tout au long de l'entre-deux-guerres, fait maréchal en 1918 donc, hein. Il est avec Louis Franchet d'Espéry. On voit pas son portrait à cet homme. Ah voilà. Bon, il était quoi, général maréchal du pays des fromages et membre de l'Académie française. Le dernier titulaire de cette dignité après 1934, membre de l'Académie des habitants du pays des fromages, inspecteur général de l'armée. Il est un éphémère ministre de la guerre en 1934, puis ambassadeur du pays des fromages en Espagne en 1939. Bon, on va passer rapidement. Maréchaliste, pétainiste et opinion pendant l'occupation. Ah, oui, évidemment, là il était soutenu, évidemment, mais c'est à la libération que le pays des fromages, la population va changer. Bon, on passe rapidement. Voilà, des déçus de la Troisième République ont cru aussi que le régime de Pétain, du maréchal Pétain, pouvait leur servir à mettre en place leur propre projet et se sont ralliés à tout ou partie de sa révolution nationale. Bon, non, tout le monde était derrière lui, bon, ou presque. Il a eu très peu d'opposants, puisque même l'Assemblée nationale a voté à une voix près, voilà, donc ce n'est pas pour rien. Ah oui, après les Ralph, bon ben, de juifs de l'été 1942, l'invasion de la zone sud alors qui était libre en novembre 1942, puis l'instauration du STO, travail obligatoire, le discrédit de Vichy est massif. Il épargne majoritairement la figure tutélaire du maréchal, celui-ci devient de plus en plus lointain aux yeux des habitants du pays des fromages. Oui, bon ça, le 26 avril 1944, lorsque le maréchal Pétain vient pour la première fois à Paris en 4 ans, une foule nombreuse l'acclame et chante la Marseillaise. Bon, quand même. Les sondages d'opinion effectués à l'automne 1944 ne montrent pas une nette majorité des habitants du pays des fromages favorable à la condamnation du traître. Pourquoi du traître, du maréchal Pétain? Ça, c'est Wikipédia qui parle, hein. Cependant, je leur laisse les propos, hein. La proportion exigeant la peine capitale, bon, on le sait, ça ne cesse d'augmenter au fil des mois. À la question posée de savoir s'il faut infliger une peine au maréchal, les réponses sont les suivantes. En septembre 1944, un sondage de l'IFOP recueille 58% de réponses négatives. Ah,
32 de positives et 10% sans opinion. En avril 1945, un nouveau sondage chiffre à 28% de la population des habitants du pays des fromages favorables à la peine de mort, tandis que les opposants à toute peine ne sont plus que 22%. Bah oui, le travail des communistes a bien fonctionné. L'épuration, hein, rappelez-vous. En juillet 1945, à l'ouverture du procès, un sondage recueille 76% d'opinions favorables à la condamnation, dont 37% à la peine de mort. Le taux des opposants à toute peine est tombé à 15%. Le PCF, ouais, bien sûr, il était puissant à l'époque, le PCF, hein, rappelez-vous, mena quant à lui une virulente campagne contre le maréchal Pétain. Bazaine, c'est quoi Bazaine, hein? Qui c'est Bazaine? François-Achille Bazaine, né à Versailles le 13 février 1811 et mort à Madrid le 23 septembre 1888, est un général de division et maréchal du pays des fromages. Bon, ben, assimilant ainsi le chef de Vichy au fameux traître de la guerre de 1870. Ah bon? La condamnation du maréchal Pétain au châtiment suprême puis sa grâce furent majoritairement approuvées. Bon, quand même, c'est étrange, hein, le revirement des habitants du pays des fromages. Cependant, on le voit aujourd'hui, hein. On le voit aujourd'hui, ils râlent tous et ils apportent un deuxième mandat massif à celui qui occupe actuellement l'Élysée en 2024. Bon, quand même, les gens qui ont voté pour lui sont majoritaires, en tout cas. Alors, il y a eu des fraudes, dit-on, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont voté pour lui. Et ces mêmes gens, ils râlent. Ils râlent et ils vous insultent quand vous dites « Ah oui, mais pourquoi vous vous plaignez ?» Vous voyez, ils se plaignent, ils râlent. Et ils vous en veulent. Cependant, une ordonnance du 9 août 1954 nie la légalité du régime de Vichy et réaffirme la légalité républicaine à compter du 18 juin 1940. Tiens, 18 juin, ça vous rappelle rien, ça? C'est l'arrivée sur les Champs-Élysées de M. Charles de Gaulle. Il me semble, hein, non, qu'est-ce que je raconte? Non, 18 juin, il était parti à Londres, pardon. La nullité de la législation de Vichy est précisée à l'article 2 du texte. Sont en conséquence nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels, législatifs ou réglementaires ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du gouvernement provisoire de la République des habitants du fromage. Alors, gouvernement provisoire, il n'y avait pas de président, je vous le rappelle, il n'y avait pas encore d'élection. La 4ème République n'était pas encore en place. Donc Vincent Auriol n'était pas encore le nouveau chef de l'État qui va devenir seulement qu'au mois de janvier, le 16 janvier, semble-t-il, le 17, 1946. Je le rappelle, jusque-là, il n'y avait aucun président, aucun dirigeant. Il n'y avait qu'un gouvernement provisoire avec un pseudo-premier ministre, et même pas premier ministre, il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait rien. Alors vous allez me dire, oui, mais monsieur Raymond, quand même, à la Libération, ben oui, mais ils auraient dû justement susciter une élection au suffrage universel, ou alors ils auraient dû rappeler, d'ailleurs, c'est ce que je disais, ils auraient dû rappeler au pouvoir la Troisième République avec monsieur Albert Lebrun, qui, je le rappelle, était toujours, jusqu'en 1950, président de la République du pays des fromages. Donc il était le président légitime, en tout cas par l'élection au suffrage universel, en deuxième mandat, pour une deuxième mandature interrompue, comme vous le savez, par la déclaration de guerre. Mais il n'a jamais démissionné. Hein. Il n'a jamais démissionné. Donc ce gouvernement provisoire a fait fi de tout ça. Ils se sont assis sur les lois, assis sur la Constitution. Donc ce gouvernement provisoire était illégitime. Ben oui. Donc il est de nul effet et nul de non avenu, puisque de toute façon, le président était toujours en vie, donc toujours officiellement en fonction. Voilà. Après la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il est dit? Le procès du maréchal Pétain, l'avocat Jacques Izorni, non, on ne le voit pas, avec ses confrères Jean Lemaire, voilà, et le bâtonnier Fernand Payen,
lance la légende du détournement de vieillards. Le maréchal Pétain aurait été abusé par Pierre Laval. Ben ça, c'est pas étonnant, c'est un socialiste, hein. Lui, il a voulu rejoindre son camp, mais malheureusement, ils en ont plus voulu. Ils ont dit, ah ben non, 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 t'as participé avec le traître Pétain. Non, non, non. Donc ils n'ont plus voulu, puis ils l'ont pendu, quoi, hein, ou fusillé. Qui aurait qualifié de son comptage sous la quatrième, attendez, que je dise pas de bêtises, aurait été abusé par Pierre Laval, qui aurait profité de son comptage. Alors, sous la quatrième République, le RPF gaulliste emploie la fameuse phrase de Charles de Gaulle. Ils auraient pu dire Monsieur Charles de Gaulle quand même, mais mince, on ne dit pas comme ça un prénom et un nom d'un homme. Dans ses mémoires, la vieillesse est un naufrage. Qui c'est qui a dit ça? Ah, c'est Monsieur Charles de Gaulle. Ben oui, mais lui aussi, il a connu ça, hein. La vieillesse est un naufrage, la tragédie est que le maréchal est mort en 1925 et que personne ne s'en est aperçu. Ça, c'est Monsieur Charles de Gaulle qui parle là. Il est mort en 1925. Étrange, hein? Ah, ben oui, il a abandonné, quoi. Il a abandonné et que personne ne s'en est aperçu. L'historien Éric Roussel, qui c'est celui-là encore, est un journaliste, historien et académicien, d'accord, bon. Il est né quand, lui? Né en 1951. Entre autres, a montré que ce jugement gaulien n'explique en rien les choix du chef de l'État, des habitants du pays des fromages, et qu'il n'a en réalité qu'une finalité électorale pour rallier le plus possible de voix contre le régime des partis ONI. Les gaullistes donc doivent rallier les ex-pétinistes sans se déjuger de leur action dans la résistance, d'où cette excuse commode du maréchal Pétain par l'âge de l'intéressé. Ah bon. En réalité, comme le montre Marc Ferraud, encore lui. Oh là là. Jean-Pierre Azéma, d'accord. Historien bien sûr, ou François Beccarida, bon. Les choix du maréchal Pétain étaient parfaitement cohérents, ben oui, et bénéficiaient d'appui dans les milieux les plus divers de la société. Alors justement, aussi bien des socialistes à l'époque, hein, puisque je vous dis, le Parlement, l'Assemblée nationale, il y avait à la fois à la droite le PCF, je ne sais pas, en tout cas les socialistes, la SFIO, ils ont voté tous pour le maréchal Pétain quand même, pour qu'il prenne le pouvoir. Yves Durand souligne. Qui c'est Yves Durand? Bon, on voit pas son... est un historien là aussi. Bon. Alors, quant aux fameuses absences du maréchal rapportées par Jean-Raymond Tournoux, voilà, Jean-Raymond Tournoux, un historien apparemment, ouais, un journaliste parlementaire, Marc Ferraud ou Jean-Pierre Bonnet, il se mettait à déserter soudain sur le menu du jour ou le temps dehors face à des visiteurs. Attends, je comprends pas là. Quant aux fameuses absences du maréchal rapportées, il se mettait face à des visiteurs. Il s'agissait surtout d'une tactique pour éluder les questions gênantes en jouant du respect qu'inspirait sa qualité d'octogénaire. Au reste, à la fin de son régime, tant les observateurs que les ultras de la collaboration louaient encore publiquement sa santé et sa clarté d'esprit. Même les collaborateurs les plus virulents, c'est-à-dire communistes, gaullistes peut-être, je ne sais pas. Pour Robert Paxton, ouais, alors lui, le journaliste Robert Aron aurait contribué à lancer la légende parallèle de l'épée et du bouclier. Le maréchal Pétain aurait tenté de résister pied à pied aux demandes allemandes. Ah, quand même. Et secrètement cherché à aider les Alliés pendant que le général de Gaulle préparait la revanche. D'autre part, il y aurait un Vichy de Pétain opposé au Vichy de Laval. Ah, et c'est vrai. Laval était un socialiste, il était resté, hein. Ces deux thèses sont les chevaux de bataille des apologistes de la mémoire du maréchal Pétain. Ben non, puisque c'est Paxton qui le dit.
Enfin, c'est n'importe quoi. Et en plus, Paxton n'était pas pro-pétiniste, hein. Il n'était pas pro-pays du fromage, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut lire un peu ses mémoires avant sa mort. Mais ces distinctions ont volé en éclats à partir de la parution de son livre La France de Vichy de 1973. De qui il est ce livre? De Paxton, voilà. Vous voyez, même Paxton, il s'est décommandé. Archives allemandes, puis des habitants du pays des fromages, à l'appui des historiens actuels, démontrent à la suite que la collaboration a été recherchée par le maréchal Pétain alors qu'Adolf Hitler n'y croyait pas et n'a jamais voulu traiter le pays des fromages en partenaire. Si la collaboration n'est pas allée aussi loin qu'elle aurait pu, c'est bien en raison des réticences de Hitler. Ah non, non, Adolf Hitler voulait détruire Paris. C'est fou, quoi. C'est fou cette contre-information-là. Et non grâce à une quelconque résistance du maréchal Pétain aux demandes de l'occupant. Ainsi, la collaboration répondait aux choix fondamentaux et intangibles du maréchal Pétain comme de Laval. Alors là, que le maréchal a nommé, non, c'est pas le maréchal Pétain qui a nommé Laval, c'est les Allemands qui l'ont imposé et laissé agir en aidant son gouvernement. Oh là là là, de son charisme. Mais enfin, vous voyez, je continue pas, chers amis, parce que là, je ne voudrais pas être en colère devant vous, mais là, c'est fort de café, c'est vraiment dire des choses contraires à la vérité. Paris a failli être bombardé, oui. Les Allemands, Adolf Hitler voulait bombarder Paris. Voilà. Et n'oublions pas que, comment il s'appelle, Goebbels, je crois, non pas Goebbels, Göring, a volé pratiquement tous les tableaux. Alors oui, on dit qu'ils ont été volés auprès comment dire, des magasins juifs ou des magasins, oui, mais comment ça s'appelle, des antiquaires, voilà, des antiquaires, des boutiques antiquaires. Possible, c'est possible, mais pas seulement. Il y avait le Louvre, rappelons-le nous bien. Bon, tous les tableaux qui se trouvaient, bien sûr, chez les marchands juifs, évidemment, qui ramassaient et qui les mettaient dans les camps. Ça, on est d'accord, bien sûr. Surtout en zone occupée. Surtout. Mais pas que, puisque même en zone libre, les Allemands ont demandé un quota de juifs à les amener jusqu'à Paris. Mais ça, on n'en parle pas. On traite toujours de collaborateurs. Un homme, peu importe son régime, on peut être pour, on peut être contre moi. Je suis plutôt pour la monarchie. Je ne suis pas du, je le cache pas, hein, je suis pas du tout pour la République et encore moins pour ce passage du maréchal Philippe Pétain. Mais je suis juste quand on est occupé, c'est les occupants qui exigent les mentions qui les intéressent. Le vol de tableaux ne s'est pas fait que dans les boutiques juives, que sur des biens juifs. Bien sûr que beaucoup de familles juives ont été spoliées, ont été dépossédées du peu de biens qu'ils avaient, des tableaux ou des pièces de vaisselle, enfin que sais-je moi, enfin bon, tout ça. Mais il y a eu aussi tous les magasins et aussi toutes les salles d'exposition. Parce que dans l'entre-guerre, il y avait quand même beaucoup de rendez-vous, des expositions. Vous êtes bien d'accord. Donc il y a eu des pièces précieuses, des tableaux, des robes de haute couture, je ne sais pas. Et tout ça a été volé par les Allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale. Tout ce qui restait, quoi. Tout ce qui pouvait être pris, ont été pris par les Allemands. Et Göring était un fin collectionneur de peintures et de pièces d'orfèvrerie. Alors après, bon, bien sûr, il y a beaucoup de familles qui ont été spoliées. Ça, je suis d'accord. Et même de boutiques tout à fait honorables, tout à fait officielles, juifs ou pas juifs, hein, mais bon, la plupart c'était des boutiques juives qui étaient des boutiques honorablement installées depuis très 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 longtemps et qui ont été spoliées. Et bien sûr, évidemment, les Allemands, ils ont profité de tout prendre, hein, évidemment. Mais on ne parle pas que les Allemands ont confisqué tout ce qu'il y avait dans les salles d'exposition, et pas que dans le Louvre, hein, pas qu'au Louvre. Et on ne parle pas non plus que Adolf Hitler, son souhait était de raser Paris. Ça, on ne le dit pas. Bon, enfin, c'est pour ça que la fameuse chanson de Mireille Mathieu, quand Paris, Paris brûle-t-il, vous vous rappelez de ça?
Eh bien oui, c'est que Paris a failli brûler sous les bombardements allemands. Mais je ne sais ni pourquoi ni comment. Paris a été épargné, si l'on peut dire. Mais enfin, ils avaient quand même le siège des Allemands était à Paris, hein, je rappelle. Voilà. Bon, enfin, de plus, en excluant de sa propre initiative des catégories entières de la communauté nationale juive, juifs, communistes, républicains, francs-maçons, et puis on ne parle pas des homosexuels, hein, bien sûr, il faut en parler aussi, tant qu'on y est. Et oui, toutes les minorités sexuelles à l'époque étaient mal vues par les Allemands. Et bien sûr, résistants, bah oui, les résistants, bah ça, les résistants s'opposent à l'ennemi, bah oui, l'ennemi répond. Voilà. Vous croyez que les résistants à l'armée américaine en Irak n'ont pas morflé par les Américains? Mais vous rigolez, non? Vous vous foutez de nous, quoi. Alors le maréchal Pétain les a rendus plus vulnérables, ah bon, à la répression allemande, ah bon. Il a écarté d'emblée ces catégories de son hypothétique protection, tout comme les Alsaciens et Mosellans. Ben, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas ce que disait François-Georges Dreyfus, c'est Annie Kriegel. Voilà. C'est dommage, on n'a aucun écrit d'eux, c'est bien dommage. Enfin, les Alsaciens mosellans abandonnés et pour nombre d'entre eux morts ou blessés à vie à cause d'Hitler. Ah bon, pas à cause du maréchal Pétain, ah bon, dans les mains d'un pouvoir ennemi. Ah, aussi le maréchal Pétain apparaît-il aujourd'hui aux historiens selon le mot de Jean-Pierre Azéma, évidemment il ne montre pas le portrait, hein, évidemment, comme un bouclier percé. Oui, bon, ça, on lui laisse juge de ses propos. Depuis 1945, 8 demandes de révision du procès du maréchal Pétain ont été rejetées, mais ça, bon, M. de Gaulle n'allait pas quand même, hein, bon, ainsi que la demande répétée du transfert de sa dépouille à Douaumont, pardon, un ossuaire où il y a tous les soldats de la Première Guerre, hein, pratiquement, enfin, pas en Ile-de-France, mais dans cette région du maréchal Pétain, je rappelle, hein. Dans une note, Alexandre Sanguinetti, ah oui, voilà, Alexandre Sanguinetti est un homme politique des habitants du pays fromage, né le 27 mars 1913 au Caire, Égypte, et mort le 9 octobre 1980 à Saint-Mandé, Val-de-Marne, oui, en Ile-de-France. Très belle ville d'ailleurs, Saint-Mandé. Le 4 mai 1966, le général de Gaulle, il était déjà général à cette époque-là, en 1944, ah bon, pas mal. Alors, président de la République, ah bon, ben c'était pas en 1900, c'était en 1969, alors pourquoi ils disent 1945? Il n'était pas président de la République. Qu'est-ce qu'il raconte? Signifia ainsi sa position sur cette question. Les signataires de la pétition relative au transfert des restes de Pétain à Douaumont n'ont aucunement été mandatés par les 800 000 anciens combattants pour s'emparer de cette question politique. Ils ne sont mandatés que pour faire valoir les intérêts spécifiques de leur association. Le leur dire quoi? Pourquoi il n'a pas continué là? Cité par Marcel Julien. De Gaulle, pensée. Ah oui, les pensées du général de Gaulle. Il a fait 8 volumes, je crois. Réplique et anecdote. Enfin, c'est pas lui qui les a écrits, je crois. C'était René Perfit, il me semble. Bon, enfin, monsieur Charles de Gaulle a coécrit avec lui, je crois. Le cherche midi, 94, d'accord, voilà, bon. Dans la foulée, l'épuration de la plupart des voies nommées en hommage au maréchal Pétain au pays des fromages sont renommées, quelques-unes subsistant, la dernière jusqu'en 2013. Oh. Plus aucune rue, le nom de Pétain, bon, évidemment. En 1995, le président Jacques Chirac, voilà M. Jacques Chirac, reconnut officiellement la responsabilité de l'État dans la rafle du vélodrome d'hiver. Le vélodrome d'hiver, voilà, c'est ça. Où il y a les commémorations des déportés juifs, enfin ce qu'il en reste, et puis bien sûr de leurs survivants, enfants, petits-enfants, du vélodrome d'hiver, et en 2006 pour les 90 ans de la bataille de Verdun. Verdun ou Verdun. Son discours mentionne. Qu'est-ce qu'il a dit là il a reconnu la responsabilité d'accord de la déportation et ensuite
Et en 2006, pour les 90 ans de la bataille de Verdun, son discours mentionne à la fois le rôle du maréchal Pétain dans la bataille et ses choix désastreux de la Seconde Guerre mondiale. Oui, bien sûr, M. Chirac, que vous n'étiez pas sur les champs d'honneur. Bon. Une longue bataille judiciaire a eu lieu d'octobre 1984 à septembre 1998 au sujet de la mémoire du maréchal Pétain. Bon, ça après, ce sont ceux qui ont soutenu François-Louis de Rolla. Est un industriel et homme politique des habitants du pays de fromage. Bon, après, il y a les soutiens, les anti-pétinistes. Bon, ça, je laisse à chacun le soin de régler leurs comptes, mais ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à redresser le pays en continuant à se chamailler après plus de 80 ans de la libération, enfin de la fin de libération, non, de la fin de la guerre, du deuxième conflit, mais là on se dirige vers le troisième conflit, parce que les libérateurs, ce sont les nouveaux occupants, hein, faut le savoir. Je vous dirai quelques mots à la fin peut-être, ou la prochaine fois, quand M. Charles de Gaulle chassera les Américains, je vous dirai deux mots à propos du plan Marshall. Mais là, je ne veux pas anticiper pour l'instant. Je termine avec voilà, alors, point de vue de Charles de Gaulle. Alors, bon, on le sait, bon, M. de Gaulle était, bon, toute la carrière de cet homme, d'exception, avait été un long effort de refoulement, trop fier pour l'intrigue, trop fort pour la médiocrité, trop ambitieux pour être arriviste. Il nourrissait en sa solitude une passion de dominer, longuement durcie par la conscience de sa propre valeur. Oh là là. Les traverses rencontrées, le mépris qu'il avait des autres, ben non. Sinon, il n'aurait pas aidé les autres soldats à les faire tourner pour les laisser se reposer pendant la Première Guerre mondiale, M. de Gaulle. La gloire militaire lui avait jadis prodigué ses caresses amères. Oh là. Bon, enfin, allez, j'arrête là parce que je veux pas être... voilà, bon, carrière militaire. On va arrêter là, chers amis, parce que bon, non, ça va trop loin. Statue du maréchal Philippe Pétain, exposé au mémorial de Caen. Bon. Ouais, voilà, André Dassari. Vous voyez, c'était l'accordéoniste. Il est mort le 7 juillet en 1967. 87, oui, c'est ça. Dans la même ville est un chanteur d'opérette des habitants du pays de fromage. Oui, Jean Dessari, pardon. Derassari, pardon. Dassari, Jean Dassari, Derassari, en fait, c'est son vrai nom. D'accord. Voilà, chers amis, on va arrêter là. J'espère que le reste, vous le lirez. Je vous laisse le choix de lire ce que dit Monsieur Charles de Gaulle au sujet du maréchal Philippe Pétain. Mais une fois que celui-ci, donc le premier, Monsieur Charles de Gaulle, fut au pouvoir, enfin, son cabinet de résistance, son cabinet de la résistance, hein, voilà, dans ses mémoires, alors, l'appel 1940-1942. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez d'un militaire comme l'a été M. Charles de Gaulle, un militaire qui abandonne le pays pendant justement le conflit. Comment appellerions-nous ça, à votre avis? Là, je pose la question. En 1940, alors juste un peu avant 1940, M. Charles de Gaulle est allé voir à Bordeaux M. Paul Reynaud, l'ancien ministre du Conseil, donc Premier ministre du président Albert Lebrun, qui lui, avec son gouvernement, était parti en Afrique du Nord, comme je vous l'avais dit. Monsieur Charles de Gaulle se sentant un petit peu mis à l'écart, puisque apparemment le maréchal Philippe Pétain l'a écarté. Et puis, monsieur Albert Lebrun, je vous le rappelle, l'avait non pas destitué, non pas dégradé, non, mais il l'a mis en congé de l'armée, en tant que capitaine Philippe de Gaulle. Charles de Gaulle, pardon, excusez-moi. Je confonds toujours l'amiral Philippe de Gaulle, son fils est... Oui, je confonds, excusez-moi, je ne perds pas la mémoire pourtant, mais les idées se bousculent. Alors, en fait, lui, monsieur Charles de Gaulle, donc capitaine en réserve, hein, je rappelle, donc il était toujours capitaine, mais il n'était plus dans le grade. Mais il était toujours avec un grade de réserve. Ça veut dire qu'à tout moment,
on pouvait faire appel à ses services. Et il devait à ce moment-là rejoindre le camp de l'armée du pays des fromages, hein, je rappelle, pour pouvoir éventuellement faire résistance. Enfin bon. Mais qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Charles de Gaulle, en fait? Ben, il est parti. Comment ça s'appelle un homme qui part justement au moment où gronde euh, les bottes assourdissantes d'une armée ennemie, donc des Allemands, à l'époque? Comment ça s'appelle? Je vous laisse le choix de la réponse. Voilà. Moi, je ne réponds pas. Moi, je sais, mais je ne vous répondrai pas. Je vous laisse le soin de répondre vous-même, chers amis. Un militaire en réserve, c'est vrai, mais qui s'en va, qui quitte le pays des fromages pour aller se réfugier à Londres et organiser la résistance, la revanche, comme ils disent. Mais bon, la revanche, il pouvait très bien la faire en Afrique du Nord, il pouvait le faire ailleurs. Non, mais il a été appelé à Londres, apparemment, où il a rejoint la bienveillance du Premier ministre Winston Churchill. Bon, je ne vous raconterai pas les détails, hein, ça sera peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, chers amis, voilà, cette vidéo s'achève autour du maréchal Philippe Pétain. Bon, moi, je n'étais pas du tout pour que ce gouvernement puisse avoir eu lieu, puisqu'il y aurait pu avoir des arrangements différents. Mettre un roi, ça aurait été bien mieux, parce que mettre un homme qui n'était pas légitimement un dirigeant d'un pays, mais bon, que voulez-vous, la Troisième République a tué, enfin, bon, bah, le gouvernement a tué le dernier roi, enfin tué non, mais enfin il est parti, il a démissionné, il est parti. Bon, c'est Philippe Ier, comme vous le savez, hein. Il n'est pas mort, il n'a pas été fusillé ni rien, bien sûr, mais il est mort en exil, hein, comme vous le savez. Mais, enfin, je vous l'avais dit, je crois, hein. Mais en tout cas, c'est quand même étonnant que depuis ce temps, on n'a pas rappelé un roi, ou en tout cas, parce qu'au moins un roi serait pu au moins calmer les ardeurs des Allemands, peut-être. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas quoi penser du maréchal Philippe Pétain, honnêtement, hein. Moi, je ne suis pas pour une république, hein, déjà, parce que pour moi, la république, c'est une démocratie qui ne peut pas diriger un pays, parce que les mandats sont courts. Et le temps que les élections, je vous l'explique un petit peu rapidement, le temps que les élections se mettent en place, qu'il y ait un délai avant de faire consulter les gens, donc le peuple des pays du fromage, le temps des résultats, le temps des nominations, des tractations pour savoir qui on va mettre comme ministre, comme secrétaire, comme ceci, comme cela, ça prend quelques semaines, quelques mois. Et le temps que vous faites un gouvernement solide et commencez à travailler les dossiers, il y a encore, après les législatives, parce qu'il y a encore les législatives, il faut dissoudre l'Assemblée, puis voilà. Ou alors reconduire l'Assemblée si c'est le même gouvernement, ou changer. Bon, bref, autrement dit, on perd du temps. Et là, surtout les 5 ans, il y a au moins un an et demi qui se perd entre l'élection d'un nouveau président et éventuellement la candidature du président sortant. Donc il y a encore un trou et ça creuse entre un an, à peu près un an, quoi. Donc on perd un an. Et que peut faire le président de la République? Rien du tout. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il peut faire le temps qu'il soit en place? Qu'ils aient choisi les députés, bon, pas les sénateurs, mais les députés, et le temps qu'ils se mettent au travail, il faut du temps, non, vous croyez pas? Donc c'est une perte d'environ quelques mois, 6 mois, 8 mois de temps. Donc presque un an, on va dire, hein, pratiquement. Et donc, sur 5 ans, ça fait que 4 ans. Sur 7 ans, ça ne fait que 6 ans. Et voilà. Bon, il y a que le monsieur Charles de Gaulle et le président, enfin monsieur François Mitterrand, qui lui a fait 2 mandats complets, qui ont pu faire un petit peu ce qu'ils avaient à faire. Effectivement, monsieur François Mitterrand, pardon, il a quand même pu mener à bien sa politique, qui n'était pas celle qu'il avait promise, mais enfin c'est celle qu'il avait voulu. Et voilà, depuis, on en est là. Allez, chers amis, je vous dis à très bientôt. Soyez heureux en famille, entre amis, sur votre lieu de travail. Et on se dit à bientôt. Alors, je vais quand même aller à la page d'accueil. Voilà, un joli paysage. Portez-vous bien. Au revoir.